Et on est parti. Yo tout le monde, ici Juju et Seb. Aujourd'hui nous sortons tout juste de notre séance concernant le film La planète des singes, le nouveau royaume, ça s'appelle il me semble. De toute façon, Ouais. les traductions VF Nouveau anglais, royaume, je crois. la traduction VF français, anglais avec La planète des singes, ça n'a jamais été ouf, puisque la trilogie originale s'appelait comment? C'était La planète des singes, les origines, La planète des singes, je sais plus quoi, l'affrontement et la suprématie, alors qu'en anglais, c'est pas du tout ça. Déjà, ils ont inversé l'ordre, parce que les premiers films, ça s'appelait La planète des singes, Le retour de la planète des singes, la contrainte, des titres comme ça. Donc, techniquement, s'ils avaient respecté ça, la trilogie originale aurait dû s'appeler Les origines de la planète des singes, l'affrontement de la planète des singes, etc. Parce qu'en anglais, c'est dans cet ordre-là, c'est War for the Planet of the Apes. En l'occurrence, pour ce film-là, Kingdom of the Planet of the Apes. Ah oui, ok, le nouveau royaume Parce de que la planète des singes. Ouais, parce que les titres. En gros, tout se rapporte à la planète des singes, en fait. Et de base, Kingdom, c'est pas la planète. Ouais, non, c'est le royaume. Donc ça va même pas s'appeler la planète des singes. Kingdom of the Planet of the Apes. Mais ça a été écrit par un Français. Ah ouais? Ah oui, le bouquin. Donc le bouquin, il s'appelle comment en français? Le bouquin, je suppose qu'il s'appelle juste La planète des singes. Donc voilà, c'est la traduction aussi qui, en fait, donne tort. La traduction anglaise. En vrai, non, c'est juste qu'en anglais, on a... on va faire un débat sur ça. En anglais, on rapporte tout à Planète des singes, on a des pré-titres avant Planète des singes à chaque fois, genre. Et même dans les films de maintenant, c'est le cas, tu vois. Alors qu'en français, nous, on a arrêté ça avec les remakes. Et on a juste fait Planète des singes, 2 points, un terme à chaque fois. Sûr, ouais. Du coup, je trouve les titres, surtout de la dernière trilogie, les titres voulaient rien dire. Déjà. C'était que des titres commerciaux. Ils n'avaient aucun rapport avec les titres VO. Ah oui, comme les Transformers. Ouais. Ou les mêmes Spider-Man 2, c'était quoi? Le retour du héros? Ah oui, ils avaient fait... Tout ça, c'est des titres commerciaux, bien sûr. The Dark Knight, le Chevalier Noir, on retiendra. Ouais, c'est la même chose. Qui veut dire The Dark Knight, The Dark Knight. Mais bon. Voilà, ça c'était le petit débat hors champ. Pas du tout. Donc, réalisé par Wes Ball, qui est donc une suite éloignée, mais une suite assumée de La planète des singes, réalisée par Matt Reeves. Et qui avait fait le premier de la trilogie? C'était Rupert Wyatt, je crois. Ouais. Voilà. De Rupert Wyatt, donc il hérite de la franchise de La planète des singes sous le remake reboot redémarrage de 2009, que la Fox avait démarré et avait développé, et qui est maintenant houlé sous la patine de Disney, donc sous la 20th Century Studios et plus Fox, et donc réalisé par Wes Ball, qui est connu pour avoir réalisé la trilogie du Labyrinthe, l'une des rares franchises de littérature jeunesse à avoir tenu toute une trilogie à l'époque. Ouais, avec un certain bénéfice. Ouais, qui avait plutôt bien marché. Pour avoir vu les 2 premiers, j'avoue que moi, ça m'avait pas passionné, ça m'avait saoulé, j'avais pas envie de continuer. Donc, quelle était ma hype quand j'ai appris que c'était lui qui ferait cette nouvelle planète des singes? Car concernant notre appétence, nos avis sur les films qu'on a pu voir, on a vu l'original de 1968 avec Charlton Heston, qui est un grand classique de l'histoire du cinéma, qui est un film culte, qui a un peu vieilli par rapport à son rythme, etc., mais qui reste très bien, qui a l'un des plus grands twists de l'histoire du cinéma. Absolument pas le même type de film que l'on voit dans ces films modernes, La planète des singes, qui sont vraiment des films d'action, je pense, des films d'aventure. Le premier film, La planète des singes, c'est surtout, peut-être pas une enquête, mais c'est avant tout un mystère, c'est avant tout des révélations, et c'est avant tout un film social qui va être sur le politique, j'ai envie de dire. Le 3e acte, ce sera entièrement du politique, sans spoiler, et un film à rebondissement. Ouais. En fait, l'approche du premier film, La planète des singes, est extrêmement intéressante, tant elle est proche de nous. Tu vois, elle est proche, et celle des films modernes, et c'est là qu'on va amener à celui-ci, on est sur une approche où on ne s'identifie absolument pas. C'est-à-dire qu'on a pour personnages principaux des singes, et que des singes dans ce film-là. À part une petite gamine, on a que des singes, donc il use que de l'effet spécial. Mais bon, le premier a cette particularité qui nous met à la place de l'homme qui va découvrir cette histoire. Et donc c'est un film presque expérimental, presque d'horreur, entre guillemets. Ouais. On n'a pas vu ceux qui ont suivi, donc les 2, 3, 4... les 3 qui ont suivi, donc, qui ont formé la saga des années 70, La planète des singes. Ça part en délire. Hein. Ça part un peu en délire, oui. Je sais qu'il y a des humains qui ont des pouvoirs de télépathie, des trucs comme ça. Il y a des histoires de voyage dans le temps dans ces films-là. Il faudra les mater un jour, quand même. Peut-être pas aujourd'hui. On a vu, oui, on a tous les deux vu La planète des singes de Tim Burton aussi, le remake qu'il avait fait en 2001. Je l'ai pas vu. Moi, je l'avais vu, j'ai vu quand j'étais jeune. Je me rappelle du Abraham Lincoln, tu vois, mais de Mark Wahlberg dans le film qui était très mauvais, bref.
C'était très mauvais, c'était pas bon, c'était pas bien. C'était les débuts de la dégringolade de Tim Burton. Et puis on a la trilogie qui a été conçue dans l'objectif de démarrer une sorte d'origin story sur pourquoi cette planète des singes qu'on a découvert dans tous ces films-là, donc qui est à la base basé sur un roman français de Pierre Boulle de 63 qui s'appelle La planète des singes. Donc Cocorico, cette saga de SF qui a marqué la science-fiction de manière générale et qui a beaucoup inspiré beaucoup de franchises. Je pense à Avatar récemment, qui est pas mal inspiré de La planète des singes dans cet aspect-là. Surtout celui-là. J'ai eu beaucoup de relents d'Avatar 2 dans celui-là d'ailleurs. Donc, Et The Last of Us et aussi, le livre de la jungle, j'ai même envie de vous dire. surtout l'aspect épidémiologique que beaucoup de trucs de SF et de post-apo ont sorti après, La planète des singes est l'une des bases. Tu vois. Le livre de la jungle. Ce film-là, c'est le livre de la jungle. Ouais. Et du coup, la dernière trilogie, donc avec le premier réalisé par Robert Wyatt et les deux derniers par Matt Reeves, qui maintenant fait les deux Batman, la saga de Batman, qui est pour moi le meilleur du meilleur de La planète des singes. En fait, on a le premier qui est culte, et ensuite, je pense que dans l'histoire du cinéma, en fait, on va retenir la trilogie qui suit justement par cet aspect révolution technique. C'est que les prothèses de l'époque étaient déjà une révolution dans le premier film, donc la manière dont les sages étaient habillés, etc. C'était réaliste et choquant pour les gens. Et là, on est là pour cette trilogie-là, on s'approche vraiment de la révolution technologique, en fait, de faire des singes totalement motion capture. C'est 2010, hein. Ouais. Parce qu'en 2009, je trouve que dans le premier film, ça a un peu vieilli. Quand tu revois le film de 2009, César en 2009, je trouve que c'est un peu vieilli, mais quand tu regardes celui de 2014 et celui de 2017, c'est assez impressionnant. Ah oui, il y a quand même un gap d'années. Hein. Et c'est vrai que je trouve ça. Il faudrait qu'on regarde les listes des nominés aux Oscars des meilleurs effets visuels, mais je trouve ça scandaleux que cette franchise n'ait jamais rien gagné, même pas en effets visuels, genre. Alors pour moi, il y a pas photo, tu vois. Donc quand tu vois la gueule des deux derniers, tu fais putain, quand même, faut pas déconner, quoi. C'est assez. Tu vois, il y avait eu ce débat à l'époque d'Avatar 2, en mode où t'avais Cameron qui comparait son avatar à Thanos dans le MCU. Thanos, c'est pas la même cour, du tout. Pour moi, s'il y a bien une comparaison à faire entre des Attends, il a encensé Marvel dans un sens, c'est ça? Il avait dit, parce qu'en gros, il y avait beaucoup de fans qui comparaient le rendu visuel de ses navires à Thanos dans Avengers, on dirait que c'était impressionnant à l'époque. Oui, mais après, ça se voit après, c'était un alien, il y avait quand même une facette humaine, ça se voit qu'il était en CGI, et je trouve qu'il était pas non plus extrêmement bien fait, Thanos, tu vois. Non, mais il peut pas avoir le droit de dire ça. Ouais. Moi, pour moi, la vraie concurrence, c'est vraiment cette saga en termes de visuel, de personnages en CGI tel. Je trouve que pour le coup, et dans ce film-là, je trouve que ça change pas personnellement. Je trouve que c'est assez bluffant visuellement. En termes d'effets spéciaux, c'est vrai que là, j'ai eu quasiment rien à redire. Hein. C'est aujourd'hui sur ce film-là. En termes de visuel, d'effets spéciaux, oui, je trouve que on a bien. Il faudrait voir entre 2017 et 2024. Il y a quand même eu 7 ans. On n'a pas eu de film Planète des singes, ce qui passe vite en vrai. Et je trouve que franchement l'évolution reste impressionnante. Je sais qu'ils ont beaucoup parlé avec Andy Serkis sur le film, puisque Andy Serkis c'est un des grands Manitou de la motion capture et qui avait joué César avant. Donc en tout cas dans cet aspect-là, le film est bluffant et juste pour l'expérience purement visuelle cinématographique, est-ce qu'il s'agit que d'acteurs du coup habitués à la motion capture, pas du tout des acteurs connus? Pas du tout, non, je crois pas. Parce que Kevin, du coup, t'as l'acteur principal Owen Teague, qui je crois c'est son premier blockbuster. Kevin Durant, il a jamais trop fait de trucs en CGI non plus. Ouais, c'est quand même expérimental. Surtout quand tu vois les making-of, tu les vois vraiment faire les faciès de singes, les sonorités de singes, etc. Et surtout qu'il doit être recroquevillé avec des espèces de tu vois, ils ont sur leur oui, comme des harnais. Ouais, ils ont des espèces de harnais qui tu vois, c'est assez impressionnant. Ouais, un exosquelette, quoi. Ouais, justement, ils ont confirmé qu'ils allaient. J'aime bien faire des grosses intros parce qu'en vrai, on donne plein d'infos. Ils ont confirmé ils ont confirmé qu'on allait avoir une sortie DVD du film où on aurait les acteurs avec leur motion capture. Donc pas en singe. En vrai, soit ça peut être super drôle et un peu ridicule, soit ça peut être impressionnant parce que tu regardes à quel point ils jouent bien, mais c'est vrai que. Ah bah là, faut en faire le comparatif. En vrai, ça me rend très curieux. Après, c'est même pas. Le révèle, ouais, après, pour moi, ça sera du semi-making-of, cette version du film, du coup, parce que ils seront. Mais c'est vrai que c'est une idée que je trouve intéressante, je me demande à quoi comment ça va rendre, tu vois. Faire un semi-making-of, en fait. Comme ça, t'as pas besoin de faire le making-of, tu vois, quelque part. Je vois ce que tu veux dire. Donc, comme ça, tu verras en direct les scènes qui ont été gardées et qui sont restées dans le montage, en fait. Donc, ça peut être intéressant. Et ouais, ils ont pas mis de l'argent, quoi, c'est ça. Oui. Voilà, on va pas finaliser. Ouais, parce que le film, sinon, il a coûté 160 millions et. Oui, La planète des singes a toujours été une franchise qui parle beaucoup de philosophie par rapport à l'humanité, au jeu de l'évolution, de la supériorité d'une race, de l'esclavagisme. Ça parle d'horreur. Pour moi, ça parle d'une peur humaine qui s'est faite, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, mais tout simplement du fait que le singe est intelligent. C'est l'animal, l'espèce qui se rapproche le plus de nous, entre guillemets, ou du moins ceux qu'on voit actuellement devant nous et qui sont encore en vie, c'est ceux qui se rapprochent le plus. Donc il y a une peur autour de ça qui est née,
On peut le voir même avec 2001, l'Odyssée de l'espace, où il met carrément des singes, des chimpanzés, pour nous représenter, entre guillemets. Donc il y a toujours eu cette passion, cette fascination, qui, à mon avis, se transcende en ce que c'est une peur. Ouais. C'est surtout la peur qui fascine. Mais oui, c'est des thématiques qui ont toujours ressorti de la franchise, de l'esclavagisme. Il y a beaucoup d'allégories de singes envers les humains, envers même les Black Panthers dans le 4e film, je crois. Beaucoup de choses comme ça. Et dans celui de 2009, on parlait beaucoup plus de la biologie, de la peur de ce qu'on ne comprend pas, de tout ça. Donc avec James Franco, etc. dans le premier film. Dans le deuxième, on parlait plus de la coexistence entre humains et singes, de la guerre en fait, de est-ce que l'un mérite de vivre plus que l'autre, etc. Et dans le 3, il reste très particulier, je trouve, parce qu'on prend une dimension beaucoup plus intime dans le 3, parce que le 3 c'est un film de vengeance. C'est ça qui est intéressant avec le 3, c'est qu'on est vraiment dans le prisme de César, et on est dans un film de vengeance où on parle de rédemption, de vengeance et d'héritage. Et là, je trouve que dans ce film-là, on revient beaucoup plus, je vais te laisser la parole après, beaucoup plus sur les thématiques de base du bouquin, du film de 68. Et sans spoiler, pour l'instant, on va pouvoir parler donc enfin d'Appeler des singes le nouveau royaume. Qu'en as-tu pensé, Seb? Vu on est sorti il y a quelques heures, on a très très peu parlé du film ensemble, donc je sais aucun de nous sait qui a pensé quoi exactement du film, donc je t'en prie. N'étant pas un énorme fan de la saga La planète des singes, ou n'étant pas un admirateur des derniers films, notamment de Matt Reeves, que je respecte, bien entendu, faut que je les revoie, en fait, je suis pas à la page, et faut que je revoie le premier de Wyatt. Très envie de le revoir celui-là parce qu'il y a James Franco. Que dire, c'est pas un film qui m'a emballé, c'est ce qui nous est vendu dans le trailer, dans les bandes annonces. C'est ce à quoi je m'attendais, entre guillemets, ni plus ni moins en réalité. C'est un film d'affrontement, de stratégie un peu plus, d'action, d'aventure. C'est ce qu'il y a de plus basique, je trouve, dans cette époque moderne de films qu'on a. Réalisé par le mec qui a fait les films Labyrinthe, alors que j'avais plus ou moins aimé, mais j'étais très jeune encore une fois, donc ça ne veut rien dire. C'était pas des films très intéressants. Là, en l'occurrence, si je dois donner un avis, je vais pas dire que je me suis fait chier, je vais pas dire que j'ai pas aimé, parce qu'en réalité, j'étais pas investi. Mais est-ce que je peux vous dire que j'ai aimé, vous voyez? C'est quand même délicat. Ce que je dirais, c'est qu'il y a une approche dans ce film-là qui est plus intimiste, peut-être que sur ceux d'avant. Je sais pas si je me trompe en disant ça, parce que je suis pas à la page sur ceux d'avant. Je dirais que c'est quand même une approche plus intimiste. C'est dès le début, on commence avec le père, le fils Noah, dont on apprend le nom que 15 minutes après, tu vois, donc il y a tout un souci, je trouve. Et c'est très intimiste. On commence le film, on est un singe, tu vois. On est avec eux, on est transporté avec eux, c'est un jeu vidéo. Et c'est ça que j'avais noté, c'est un jeu vidéo, c'est quoi ce truc? C'est un jeu d'exploration, on est un singe, et ça dure, jusqu'à arriver au personnage humain, tu vois. Mais avant ça, il y a quoi, 20-30 minutes d'exploration, entre guillemets, hein, parce que la forêt, il y a rien de plus banal, hein, c'est une forêt amazonienne filmée sans photo particulière, donc c'est pas magnifique à voir. Les effets spéciaux sont bons. Alors j'aurai un débat sur les effets spéciaux qu'on aura peut-être après, qui sera intéressant, parce que les effets spéciaux sont certes réussis, il n'y a pas de défaut particulier, mais j'aurai quand même un débat. C'est un peu comme sur les dinosaures, sur les Jurassic World, j'aurais un débat similaire là-dessus, c'est est-ce qu'il faut garder ces effets spéciaux et avoir un rendu qui certes est réaliste et pas mal, mais qui nous enlève une certaine, je sais pas, une certaine peur. Moi j'avais dit quelque chose du film, c'est qu'il était pas, il manquait de. Moi je vais reprendre le mot juste après, hein, j'ai dans mes notes, mais on reparlera de ça. Ça m'intéresse. Donc vous voyez, ce que disait mon frère, c'est que sur les effets spéciaux, c'est ça quand même qui nous assure un gage de qualité au film. Et qui vous assure du moins de passer une séance où au moins il y a de la qualité, il y a de l'argent, vous allez pas voir un truc tout bidonné réalisé par Artus, vous voyez. C'est toujours mieux à prendre hein, dans une salle de cinéma. Mais moi, ça m'a pas enchanté. Pas forcément de photos, pas forcément de réalisation, ça reste quelque chose d'assez banal. Ça fait beaucoup penser à un jeu vidéo, hein, un jeu vidéo PS5, hein, sans mauvaise critique.
Est-ce que j'ai envie de voir ça au cinéma? C'est plus là que j'ai envie d'amener le débat. C'est est-ce que ça me passionne de voir ça au cinéma? Parce que oui, vous allez me dire, ceux qui seront là, sûrement des adeptes de la saga, ou pas, hein. Vous avez sûrement aimé ou non, faites un avis sur les films précédents. Déjà, il y a quand même une qualité technique différente des films précédents. Là-dessus, on sera d'accord, je pense, sur la réalisation, sur le ton, sur la musique, sur la façon de raconter une histoire. Et ça, ce sera mon deuxième point fort. Parce que ça, la question du est-ce qu'il faut raconter cette histoire, est-ce intéressant à aller voir en salle? Je vous ai dit les raisons pour. Et les raisons contre, c'est la fameuse question, mon débat, qu'on aura. Mais il y a les faiblesses aussi, que sont pour moi raconter une histoire. Comment on raconte une histoire? Comment on rend attrayante une histoire? Et là-dessus, j'aurais des manquements. Donc, je vais te laisser donner ton avis pour qu'on aille un peu plus dans le détail et que je ne monopolise pas la partie. Appréciant beaucoup la trilogie, la dernière trilogie, surtout les derniers films de Matt Reeves qui étaient assez. Après, j'ai apprécié parce que c'était assez sérieux, assez adulte et même assez mature, je trouvais. Pour ça me surprenait un peu de voir des enfants pour la salle de ce film-là. Parce que les films de Matt Reeves, ils étaient PG-13, mais ils étaient quand même. C'est ça qui m'a fait penser au livre de la jungle. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même très très dark, hein, tu vois. Surtout le dernier qui était assez sombre. Et pour celui-là, ça se voit qu'on part vraiment sur un redémarrage. C'est que, à la fois, vous avez peut-être un plus. Vous avez un plus si vous avez vu la dernière trilogie. À la fois, vous pouvez totalement découvrir la saga de la planète des singes avec ce film-là. Et au contraire, ça peut donner un prisme différent parce que dans ce film-là, on parle de César de différentes manières. On commence par. C'est un peu un Elseworld. Ouais. C'est un peu reprendre ce qui a été fait du avant. Coup, on entend. Soft reboot. Ouais, du coup, en entendant tout ce qu'on entend sur César dans ce film-là, on peut être curieux de voir la trilogie qui précède sur César et voir à quel point qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a été perdu, etc. Et je trouve que ça peut donner un prisme différent sur les gens qui voient qui pourraient ensuite regarder les films sur la légende qu'il est devenu, genre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est très accessible pour la nouvelle génération. Je trouve aussi en termes de ton, parce qu'on suit des personnages plus jeunes. Et je trouve on retrouve une structure plus simple, qui est la structure, pour moi, du film de 68, en fait. C'est... Déjà, pour mon bilan, j'ai plutôt apprécié le film. En vrai, j'ai apprécié le film. Je trouve que par rapport à la trilogie, c'était étonnamment stable, en vérité, par rapport à la dernière trilogie. Et que La Planète des Singes est une des rares franchises qui, pour moi, s'en sort pas trop mal, en vrai, par rapport aux franchises hollywoodiennes actuelles. Et malgré ma crainte par rapport au réalisateur, je me dis, peut-être que, surtout quand tu parles de PS5, peut-être que Zelda est entre bonnes mains, vu que c'est une adaptation logique. Et... ouais. Et oui, c'est ça que j'intéresse. Lui, il est en train de laguer. Et c'est ça que j'ai trouvé. Pas grave. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que on se rapproche dangereusement, on va dire, du film de 68. Et autant j'ai trouvé ça divertissant, moi j'ai pas vu le temps passer, j'ai été assez pris par le film. C'est particulier, mais je vais revenir là-dessus. Ouais, parce que même le combat final, je me demandais s'il manquait pas un acte. Tellement j'ai trouvé que le film il passait, il m'a paru rapide. C'est particulier. Ouais. Mais je trouve que le film est clairement divisé en deux axes. T'as un axe un peu road trip, forêt, découverte, etc. Je pense que c'est mon axe préféré du film. Je trouve que c'était bien rythmé, qu'on découvrait bien chaque peuple, etc. Que chaque enjeu était installé petit à petit. Et ensuite, t'as l'axe royaume, on va dire, où là, je trouve que c'est plus ou moins un remake du film de 68. Sauf que là, on est on est dans de l'esclavagisme interespèce et pas sur des humains nécessairement. Donc pas extra espèce. Ouais, du coup, je trouve que peut-être il y a plus de faiblesses dans la deuxième partie, mais il y a quand même suffisamment de neuf, je dirais, pour rendre le film intéressant et peut-être utile et en final plutôt méritant dans son existence en fait, parce que je trouve c'est ça qui est particulier, qui n'a jamais été évoqué clairement, c'est est-ce que la dernière trilogie a été faite pour qu'elle soit succédée par le film de 68. Ça a été plus ou moins laissé comme ça, parce qu'on a voulu faire ça pour que ce soit les origines du film de 68, d'où on est allé d'un point A au point Z. Et ce film-là, qui est une suite à la dernière trilogie, est-ce que lui veut atteindre le même objectif que la dernière trilogie? Est-ce que l'objectif, c'est se rapprocher de plus en plus du film de 68, jusqu'à terminer la trilogie pile au moment où le film de 68 commence plutôt, ou est-ce qu'ils vont faire leur propre sauce, et à un moment donné, plus ou moins adapter le film de 68, plus ou moins, et donc faire un pseudo-remake. Après, le réalisateur dit qu'il était pas chaud pour faire un remake. Donc je pense qu'on va plus partir sur une trilogie qui va faire le lien avec le film de 68, sans reprendre tout ce qui était posé dessus. Mais si dès ce premier film déjà, ça ressemble déjà quand même un peu à celui de 68, on peut peut-être s'inquiéter pour les 2 et 3, je dirais, parce qu'ils veulent faire une trilogie, il y a une trilogie qui est planifiée.
Par contre, je pense que cette trilogie suffira largement, pas faire plus après. Bon, après, ils feront plus si ça La marche. trilogie est installée avec la scène finale. Oui, c'est ça qui est intéressant avec ce film. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que je m'attendais à un truc plus classique, un peu comme le film de 68, assez simple, efficace. Au final, le film n'était pas manichéen. C'est ça qui m'a surpris, c'est que on te pose des personnages qui peuvent te faire penser déjà au film de 68, encore une fois, et au final, on te sort des twists qui font qu'au final, en fait, non, parce que t'as tout ce deuxième acte qui ressemble beaucoup au film de 68, et au final, son dénouement nous sort un peu de l'histoire du film de 68, en fait. À la fin, on te vend quelque chose qui est différent et qui, au fait, t'éloigne de ce que pourrait devenir le film. Je vais toujours dire ça. Et c'est ce qui rend le film assez intéressant, c'est que du coup, on installe vraiment une nouvelle trilogie, en fait, et de manière assez imprévisible, en fait. C'est que déjà, ce qui est bien, c'est que le film a une fin. C'est à la fin, t'as 3 actes, t'as la menace qui est vaincue, t'as tout ça. Donc, t'as un film propre et unique qui pourrait s'arrêter si ça marche pas. Mais à la fois, t'as une porte ouverte qui peut te donner des champs du possible qui peuvent être intéressants pour la suite et qui peuvent peut-être moderniser la saga au mieux, donc on verra pour cela. Et personnellement, en termes de réalisation, je trouve que Westbo, il a fait un taf assez classique, en vérité. Mais vu que c'est des films très très techniques, ça m'a pas dérangé, surtout que je trouve qu'il a rendu le tout très lisible. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de shaky cam tous les 2 minutes, je trouve que les plans sont assez longs, qu'on a le temps de bien tout voir, que tout est coupé correctement, en tout cas dans la manière du possible pour l'œil nu, on va dire. Ça m'a beaucoup rappelé Avatar 2 un peu dans ce découpage-là, on va dire. Ah oui, non. Un petit peu. Non. Je dirais. Il y a une maîtrise différente quand même. Ouais. Mais j'ai eu une grosse vibe Avatar 2 parce qu'il y a tout l'aspect visuel, l'aspect environnement naturel également. Ah, oui. L'opposition entre guillemets machinerie environnement naturel, vu qu'on a le héros qui vit dans un environnement en bois, avec du bois partout, et le méchant qui vit dans un environnement en métal, on va dire. Donc on a toute cette opposition qui est présente. Et puis je trouve que le script se ressemble un peu, tu vois, c'est pas du spoil, c'est le héros qui doit quitter son village, qui s'est fait attaquer, et qui est pourchassé par des antagonistes, etc. Je trouve qu'on se rapproche beaucoup de Avatar 2, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est interespèce, c'est qu'on découpe tout ça entre divers clans de singes, en fait. Mais je vois qu'il veut dire un truc. Non, pour rebondir sur Avatar 2, non, je suis absolument pas d'accord, c'est-à-dire qu'Avatar 2 a comme une maestria de mise en scène, des plans séquences à tout va, mais surtout il y a la 3D, mais bon, évidemment, ok, ça change tout. Excepté la 3D, ne le regardez pas sans la 3D, mais j'imagine, il y a quand même une certaine qualité des effets spéciaux, on l'a vu, il y a une certaine qualité à l'œil nu, et surtout dans Avatar 2, il y a ce mélange de la réalité et l'effet spécial, qu'on retrouve beaucoup moins, je trouve, dans celui-là. Je sais pas si ils ont réellement tourné dans la forêt, mais je trouve que tout fait très effet spécial dans ce film-là. Là, ce sera le débat, le fameux débat sur les effets spéciaux, faut-il les utiliser en fait? Et moi, le mot que je cherchais justement, c'est est-ce que les effets spéciaux n'enlèvent pas le côté abrupt que mérite ce film? Un film comme Planète des singes, un film où on se doit d'avoir peur, où l'on se doit de ressentir des choses face à des créatures. Mais encore une fois, c'est là que je vais amener vers ce qui, moi, m'a pas réellement permis de rentrer dans le film, c'est que par rapport au premier, de 68, et oui, je m'éloigne, on n'a aucune possibilité de s'identifier à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Je trouve que on ne peut pas rentrer en tant que spectateur dans ce film et s'attacher au personnage, parce que tout de suite on rentre avec un singe, 2 singes, et c'est le père, c'est le fils, c'est classique, il va se passer quelque chose, le fils il va devoir surmonter parce que c'est le héros, etc. Il n'y a rien de spécial. C'est un singe, il n'a pas forcément de personnalité, il en a parce que il va surmonter, vous voyez, c'est un héros. Mais j'ai du mal à comprendre comment ce film raconte son histoire. Je trouve que un énorme souci de considération. Là où peut-être pas ceux de Matrice, il faut que je revoie, mais du moins c'est le premier, instaurait vraiment une histoire. On était dans New York ou je ne sais où, mais on était vraiment à la place des humains, leur point de vue. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, à mon avis, si le film de 68 en est vraiment fidèle, c'est qu'on est à la place de l'humain. Dans le film 68, on commence, on est à la place de l'humain. Regardez le film 68, vous avez 30 minutes, les 30 premières minutes, vous flippez. Petit à petit, on s'enfonce dans un truc et vous flippez, le mystère est à son comble, et vous vous mettez à la place de ces hommes, parce que voilà, oui, ce sont des hommes, on est en 2024, là c'est une femme, et pour ce qui est de cette femme-là, parce que vous allez me dire, oui, mais attention, il y a quand même une humaine dans ce film pour t'attacher si tu veux. Mais elle n'est pas très charismatique, elle n'est jamais particulièrement développée,
hein, si ce n'est dire, je sais plus, j'ai pas ma famille, j'ai pas de famille, je suis orpheline, et cetera, mais elle reste très sérieux, c'est un personnage très sérieux et à la fin, on peut comprendre pourquoi. Alors, la fin est pas inintéressante. Il y a plein de choses pas inintéressantes sur la fin, tu as bien raison de le dire et c'est ce qui, à mon avis, annonce complètement la trilogie. Ah, pour moi, c'est comme un Marvel, hein. J'ai vu la fin, c'est comme s'il avait mis, 2 scènes post-crédit, tu vois? 2 scènes post-génériques. C'est à la fin, tu as l'arme, hein, le fameux, mais vous comprendrez en spoiler peut-être et l'autre séquence entre guillemets «twist» du film qui annonce complètement la trilogie. Mais voilà, moi ce que je retiens comme défaut principal et ce qui a empêché, mon attache globale au film en fait, mon intérêt global au film, c'est qu'on ne peut s'attacher. C'est, il y a un souci, de comment on raconte une histoire, il y a un souci de proximité. On est trop éloigné de ces choses-là. C'est pour ça que le film Transformers était bon quand, bah, même Bumblebee, on était sous le prisme de la fille, hein, complètement. On avait autant de scènes, certes, on avait plus peut-être avec Bumblebee que dans les Michael Bay, hein, avec les robots. Mais on était dans un aspect quand même très émotionnel, très humain, où les Michael Bay, certes, c'était des gros films d'action à la con, mais on était toujours sous le prisme de l'humain pour avoir les choses les plus impressionnantes, surtout dans le premier, quand on découvre le truc, même si le film est mal écrit, etc. Mais au moins, l'approche est intéressante. Et le film 68, c'est un film qui joue avec nos peurs, nos émotions, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est pas la question de faire une analogie. L'analogie, elle est intéressante. Dans Star Wars, il y a une analogie à la Seconde Guerre mondiale, dans La planète des singes, il y a une analogie à l'esclavage, à la différence, à presque l'immigration, hein, on peut le dire. Oui, comme dans les X-Men, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est après avoir vu le film. Tu vois, quand tu regardes le film, c'est pas de dire, ah, il y a une analogie, je suis intéressé. C'est pas intéressant quand tu regardes un film d'analogie. Tu te dis, ah, il y a une analogie là, c'est bien vu. Mais c'est pas ça qui fait que tu vas être attaché, que tu vas être. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Et c'est un souci que j'ai globalement avec ces films modernes, c'est qu'ils ne savent pas raconter une histoire, ils ne savent pas la rendre attrayante. Et ce qui se passe dans ce film-là, c'est quelque chose de banal. Tu l'as dit, il y a le grand méchant, il y a 3 actes. À la fin, ça se finit comme ça se finit. C'est des choses qu'on voit perpétuellement dans tous les films, que ce soit les films avec The Rock, les films avec Henry Cavill, enfin, sur Netflix, tous les films. Et il n'y a rien qui rend le film attrayant. Rien. C'est un film lambda qui s'ouvre à tous. Il y a un côté open, qui est peut-être pas dans ceux de Matrix. Peut-être, oui. Je sais pas s'ils étaient héritiers d'art, non? Non, quand même pas. Celui-là est plus open, c'est pour ça que je le comparais peut-être un peu sévèrement au livre de la jungle, excusez-moi, le film live de Jon Favreau, bien entendu. Bah oui, mais j'ai quand même eu l'impression de voir le livre de la jungle. C'est-à-dire qu'en termes de, peut-être pas l'effet spécial sur les bêtes, hein, sur les singes, hein, le livre de la jungle est quand même inférieur, hein, je m'en souviens. Mais davantage sur la mise en scène, c'est lambda. Il n'y a rien de spécial, c'est très lambda. C'est pour ça que quand tu as parlé d'Avatar 2, non. Avatar 2, il y a des couleurs qui ressortent, la photo est exceptionnelle, magnifique. Les couleurs, elles pètent, c'est James Cameron, hein, il a toujours fait ça. La réalisation, elle t'emmène au plus profond de la forêt, tu ressens les herbes, t'as l'impression d'être dans l'herbe. Enfin, après, c'est la 3D, bien entendu. Mais la mise en scène, elle explose. Quand t'as des gunfights, hein, les scènes d'action avec les armes, t'as le mélange humain, effet spécial, entre guillemets. Tu l'as pas dans ce film-là. T'as l'impression que tout est dans l'effet spécial dans ce film-là. Je sais pas s'il y a une scène où il y a un truc qui est réel. J'ai pas l'impression qu'il y a de la construction dans ce film-là, tu vois. Peut-être que je suis de mauvaise foi. Mais vous me direz si vraiment il y a de la construction, mais j'en ai pas l'impression. C'est ça le souci. J'ai ce côté surnaturel, irréel, enfin artificiel bien sûr, qui m'empêche d'apprécier quoi que ce soit, peut-être à sa juste valeur. Et donc c'est un film qui ne décolle jamais pour moi. C'est un film qui s'arrête là. Et peut-être que ça fait partie aussi du fait que l'histoire de la planète des singes m'intéresse pas tant que ça, attention. Et si le premier livre, le premier film de 68, bah pour moi il y a un énorme gap dans celui-ci. Pour moi celui-ci est beaucoup plus orienté film d'action. Pour moi c'est une aventure, c'est un film d'action qui s'ouvre à tous. Il ne va pas en profondeur dans ses thématiques, selon moi. Il les a, surtout plus on avance, plus il en a. Mais je trouve ça très basique. Je vais pas dire ridicule, mais basique. C'est un peu un film de super-héros, tu vois. On a les héros, les méchants. Et oui, à la fin, voilà, il se passe quelque chose. Mais c'est un film basique. C'est un film Marvel. Voilà. Dans la structure, dans l'histoire, dans la façon de raconter, c'est un film Marvel. Sans du coup l'émotion que peut nous apporter un film Marvel, parce qu'on n'est pas à l'intérieur d'un singe. On n'arrive pas à s'identifier, à s'attacher. Et c'est ça le souci directement que j'ai avec ce film, avec ce film-là, c'est que dès qu'on rentre dedans, on nous met dans un truc, c'est un jeu vidéo, on est avec les singes. Tu vois, il y a un découpage où il y a l'aigle. L'aigle va être très important. Et il est montré dès le début, l'aigle.
où il va suivre l'aigle. Le singe va suivre l'aigle. La mise en scène m'a dépité. Sans vouloir être méchant, là, c'est pas dégueulasse. Bien entendu que c'est pas dégueulasse, tu le disais, c'est classique, c'est pas mauvais. Hein, c'est Wyatt, c'est qui c'est ou Ball, Wes Ball, tu vois, donc c'est un nom très classique d'américain comme celui qui a fait X-Men 3, tu vois, c'est ce même style de mec. Il y a aucune personnalité, tu vois, ça se voit dans le nom tout de suite. Et bah effectivement, il y en a pas. Et c'est ça mon souci, c'est qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde un film? Est-ce que je regarde un jeu vidéo? Pour moi, c'était la même chose que de regarder une cinématique de jeu vidéo, sauf que c'est moins bien réalisé, je l'ai noté je ne sais où. Mais oui, c'est moins bien réalisé qu'un jeu vidéo, bien entendu, hein, parce que le cinéma a toujours un souci, et parce que c'est des vraies caméras, malheureusement. Et tu vois, le découpage où il va suivre l'aigle, typiquement dès l'introduction, il n'y a pas de spoiler, peut-être même sur YouTube cette scène-là, comme ils aiment le faire, ça m'a dépité. Ça m'a dépité, la caméra elle voltige pas, tu te sens pas en immersion dans cette forêt, la forêt elle fait fake, sans dire que les effets spéciaux sont ratés, mais il y a un souci d'immersion globale qui manque d'un attachement, et du coup qui m'a manqué de rentrer dans le film pour ensuite énumérer les défauts précis, mais voilà mon avis. J'ai eu du mal. La mise en scène ne m'a aidé, hein. Je repense aussi à une scène où il y a des découpages qui vont pas du tout, où il y a des plans larges en plein milieu de scène, alors que la scène elle a déjà commencé, il nous fait un plan large, ensuite il nous fait un plan iconique. Il y a certains plans qui sont jolis, il y a certaines belles compositions du cadre, ça reste à souligner, le cadre est parfois travaillé, notamment la première scène où on va dans le décor qui fait penser au premier film, tu vois. Et là, il y a le fameux méchant qui fait son discours, tu vois. Et il monte sur le truc là. Ça, je l'ai déjà vu dans le trailer. Je vais dire, oh, il y a de la composition, ça peut être sympa. Ça me dérange pas d'aller le voir. S'il y aura un peu de composition, un peu de réalisation et certains plans qui sont bien composés. Ça c'est bien. Ça m'a satisfait. Mais dans la mise en scène, ça ne voltige pas, ça ne démarre pas, ça ne décolle pas. Alors que c'est un film qui se veut action en réalité. Donc je sais pas. Moi, j'aurais préféré un film plus simple. Mais c'était évidemment un film pour amorcer tout le public, tous les publics. Donc il faut de l'action. L'action n'est pas impressionnante, donc c'est pour ça que je voulais un film simple, en effet. Et pour moi, il ne permet pas. Pour moi, tout le monde sort de la salle sans s'être attaché à Paul, Noah, personnage principal, le singe principal, ou à la femme, la fille, comment elle s'appelle, j'en sais rien. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Si vous vous dites avoir adoré ou avoir vécu des choses dans ce film, vécu des émotions, non. Pour moi, tout le monde a pu trouver le film sympathique. Mais à mon avis, ça s'arrêtera là. Et à mon avis, le mois prochain, le film sera oublié. Je suis désolé d'être honnête. Ce film-là ne marquera jamais le cinéma. Jamais. Et, en fait, ce que je vous exprime globalement, c'est qu'il n'y a pas de point de vue. Ça, on va, je pense, faire l'unanimité là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun point de vue dans ce film. Il n'y a aucune approche. Tu vois, c'est un film simple au possible, banal au possible, qui fait totalement Marvel. Et c'est depuis le rachat aussi de la Fox, peut-être, il n'y a pas d'approche. Mais dans les Matt Reeves, malgré l'action et tout ce que je pouvais leur critiquer, il y avait une approche. Le 3, c'est clairement un film d'esclavagisme. Donc voilà, je te laisse être plus précis tant que j'énumère mes défauts spécifiques. Parce que là, c'est la vie globale. Hein. Ouais. Non, ça fait penser que même le dernier acte ressemble beaucoup à Avatar 2. Dernier acte très aquatique, on va dire. Dans des bateaux. Bon, pas un bateau, mais bref. Mais non, moi, je suis un peu dans la vie inverse pour les effets spéciaux, parce que moi, j'ai atteint le stade, depuis les films précédents, où je vois plus les effets spéciaux, en fait. C'est que, pour moi, ils sont tellement réalistes que j'oublie que c'est des effets spéciaux, le que singe, sont vraiment des singes. Il comme un singe. Ouais, du coup, j'arrive plus à voir ce côté-là. Et puis, par rapport au making-of, on sait qu'ils ont tout shooté en forêt, tu vois. C'est pas comme le Roi Lion, tu vois. Ils ont shooté sur live. Ou Avatar, ils ont tout fait en studio, tu vois. Mais c'est vrai que moi, pour le visuel, après, de toute façon, le film, s'il est rappelé pour quelque chose, c'est que pour le visuel, parce que c'est la prolongation de la dernière trilogie, même si on se rappellera toujours plus. Voilà. On se rappellera toujours plus de la dernière trilogie. Parce qu'il y a quand même la photo Matt Reeves. Ouais. Ça, c'est indéniable. Matt Reeves travaille un peu plus ses photos, en bien ou en mal. Et il y a un ton. Et c'est ça, c'est là que je vais amener, c'est que le manque de personnalité, le manque de point de vue, on le ressent dans l'image même, dans la pellicule même du film. Qui n'en a pas, c'est du numérique, et ça pue trop le numérique. Moi, c'est ça qui me dérange. Là, la dernière trilogie était un peu plus sombre dans son imagerie, on était sur quelque chose d'un peu plus adulte, un peu plus grisâtre, etc., et surtout sur la fin, et plus enneigé, etc. Là, on veut clairement te créer une idée d'héritage, et donc on te crée vraiment ce monde post-apo où tout est plein de verdure, où il fait très souvent jour. Mais sans exploser de lumière. Ouais. On est d'accord, il n'y a pas de lumière, de couleur, ça reste terne, je trouve.
Après, c'est mon souci du numérique, hein. Ça, tu vois King Kong de Peter Jackson, Ouais. il est très terne, le film. Beaucoup plus que ça. Mais après, là, c'est très volontaire. C'est que c'est vraiment un hommage aux années 40. Et quand on va dans la ville de New York, là, c'est magnifique. Parce que ça colle avec les lumières de la ville. Mais c'est vrai qu'un environnement forêt, terne, effet spécial 100% numérique, je suis pas fan. Et là, c'est terne, mais sans l'être vraiment. Donc, c'est encore moins assumé qu'à King Kong, où là, c'était vraiment terne. Là, c'est entre les deux, si vous voulez. Et l'entre-deux, pour moi, ça marche pas, ça n'affirme pas de personnalité. J'ai besoin de personnalité dans l'image, sinon mon œil s'emmerde, vous voyez, s'ennuie. C'est pas possible. C'est vrai, moi j'ai pas trouvé ça spécifiquement terne, parce qu'en fait, pour moi, cette photo se rapproche, encore une fois, encore plus de Sud 68, en fait. C'est vraiment, on veut te montrer le soleil, la verdure, la plage, et plus on se rapproche du film, plus on se rapproche de décors du film de 68. Surtout dans l'avoir, il y a que des décors réels dans 68. Oui. Et tout est réel, il n'y a pas d'effet spécial. Oui, mais la photo, il y avait rien de plus réel que la photo de 68. La photo de 68, en plus, c'est un film d'époque, donc la pellicule change absolument toute la beauté de l'image, ça n'a rien à voir. Mais tu veux dire terne dans le sens où il n'y a pas de filtre. Enfin, il n'y a pas de travail particulier, c'est photoréaliste. Et ça, je l'ai noté aussi, c'est qu'il y a un côté très photoréaliste. Tu disais le livre de la jungle, c'est quand même plus beau. Qui fait aussi défaut, et c'est un peu de ça aussi que je parle, parce que moi ça me dérange aussi, ça peut me déranger, oui. C'est un débat après. Ouais. Mais après pour moi ça reste quand même moins beau que la dernière trilogie, où là on avait vraiment un vrai travail de l'image. Là on est quand même très beaucoup dans le jour, dans la lumière, donc c'est moins mémorable, tu vois. Mais pour moi ça reste une intention de se rapprocher de plus en plus de Sud 68, sans non plus pour avoir la maestria visuelle, je dirais. Après en termes de fond et d'histoire, la structure est classique, mais je trouve quand même que l'histoire a beaucoup de couches, on va dire, dans son contenu. En fait, c'est que c'est un film pour moi qui se rapproche plus des thématiques des anciens films, et qui traite de plein de points de vue. C'est, comme j'ai dit, c'est pas si manichéen que ça, quoi. C'est que, évidemment, on traite de l'esclavagisme, mais cette fois interespèce. On traite, c'est aussi ça qui fait que pour moi ça me dérange pas qu'il y ait ce côté, cette dimension difficile entre humain et singe, parce que pour moi c'est le but de cette saga un peu, c'est de fouter de plus en plus la dimension entre humain et singe, et les deux se ressemblent de plus en plus. C'est-à-dire dans leur personnalité, dans le peu de proximité avec le spectateur, par exemple. Mais après, moi j'ai pas ressenti cette absence de proximité justement, parce que je trouve qu'on essaie de fouter de plus en plus la barrière entre les deux espèces en fait. C'est-à-dire qu'on essaie d'humaniser totalement les singes. Ouais, surtout que en vrai les singes, c'est ça le début du film. Surtout que les singes ont le visage de leurs acteurs en vrai. Tu vois, ils sont un petit peu anthropomorphiques. J'ai pas cette connaissance. Quand tu vois les yeux de l'acteur, tu vois que c'est lui qui l'a joué, tu vois. Mais comme Andy Serkis, tu vois que c'était Andy Serkis quand tu regardes le truc. Mais c'est vrai qu'on essaie d'humaniser les singes dès le début, comme je disais avec le père, l'introduction, on va essayer de créer une famille et créer un acte, une émotion. Ouais, surtout pour moi, en fait, pour moi, le problème avec l'attache, c'est justement qu'on prend pas assez le temps de développer peut-être les personnages, tu vois. Oui, c'est que la famille, au début, on la voit brièvement, puis je trouve on n'a pas le temps de le développer tant que ça, sa relation avec Laurent Houtan, puis pas tant que ça avec la fille non plus. Et la fille, elle aussi, elle est bornée sur un truc et on la développe pas tant que ça en dehors de cet objectif-là. C'est clair. Donc je trouve qu'en fait, le film aurait peut-être mérité 10, un quart d'heure de plus, pour vraiment rendre les personnages plus épais, pas juste les voir juste être focus sur leurs objectifs, en fait. C'est qu'on est sur des personnages bornés dans ce film-là, en fait, ils sont tous bornés, en vrai, sur leur position, et on n'a pas trop le temps de les voir dépasser ces bornes-là, quoi. Parce que la relation avec sa famille au héros, c'est une relation de famille classique, tu vois. J'ai pas à te dire qui est qui dans la famille spécifiquement, tu vois. C'est un Marvel. Après, d'un côté, le héros, par contre, la position même du héros me dérange pas, parce que j'en entends déjà qui disent qu'il est moins charismatique que César, qu'on s'en fout de lui, etc. Mais pour moi, c'est un peu le but. Mais je trouve pas inintéressant. C'est un jeune héros dont le point de vue va être complètement déformé par tout ce qu'il entend et par toute l'histoire, en fait. À la fin, il commence à se passer quelque chose. Oui. Et je veux pas parler que de la fin, parce que Non. Et pour moi, on est sur le mythe du parcours du héros. C'est un personnage qui va s'affirmer, quoi. Il est jeune, il est naïf, il va découvrir des choses, et quand la trilogie avancera, évidemment, il va peut-être plus se rapprocher d'un César, mais à sa manière, parce qu'il faut pas que ce soit un ersatz de César, quoi. César, c'était la figure charismatique, badass. Là, on est là pour choper quelque chose de plus naïf, plus jeune aussi. Pour moi, ça se rapproche un peu plus du Labyrinthe, tu vois. On a des héros plus jeunes, on a une héroïne adolescente, on a un casting de protagonistes plutôt jeune, qui pour moi ressort plus ou moins de Westball, je dirais. Et comme j'ai dit, le film a beaucoup d'épaisseur sur ça. On a aussi la question, un peu comme Dune, la question des faux prophètes, de la déification, de la déformation des propos, de la déformation des figures, j'ai plus les mots, mais l'exploitation d'un nom, et c'est la question du prophète, de la divinité.
de représenter une divinité, de déformer les propos d'une divinité. On retrouve des propos qui ressemblent un peu à Dune, et qui pour le coup, je trouve sont propres à ce film-là. Parce que dans les autres films, il n'y avait pas l'héritage de César derrière, alors que là, on te montre à quel point les paroles de César sont déformées, et à quel point on peut exploiter ces paroles de manière à ce qu'on puisse manipuler des peuples, etc. Donc c'est ça qui est... Et c'est de là que regorge l'esclavagisme et tout ce qui touche à l'interespèce dans ce film, en fait. On touche à quelque chose d'assez large, ce qui pour moi m'empêche de dire que c'est un peu une marvelerie en termes de film. C'est qu'il y a ce côté manichéen, ce côté est-ce que maintenant les singes ont pris le dessus, est-ce que l'homme aurait pas envie de reprendre le dessus si un minimum de son intelligence serait parvenu à revenir, etc. Est-ce que le singe, en sachant que l'homme était le dominant avant, est-ce que les singes n'auraient pas envie de réagir autrement qu'ils réagissent dans ce film-là? Et au final, on voit que plus les réactions sont similaires aux hommes, en fait, les singes se rapprochent des hommes. Mais on pense, le personnage du méchant, c'est exactement les rois à l'époque, les rois qui se considèrent comme des élus de Dieu, des représentants de Dieu. Là, c'est la même chose, ils se considèrent comme un représentant de César. Et donc, c'est ce qui trouve. Le méchant, il n'est pas extraordinaire, mais dans les thématiques qu'il doit convier, il est très bien, il est réussi dans cet aspect-là. Puis il y a des foreshadowing du film, l'aigle, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui ressortent, qui sont assez classiques dans un film, qui payent à la fin du film, donc il y a ces choses-là. Oui. La musique est assez la musique est assez classique, c'est vraiment pas le point fort. Bon, parfois il y a des hommages un peu partout, parce que sans spoiler, l'intro c'est la transition entre la dernière trilogie et la nouvelle. Donc on réentend un peu le thème de la dernière trilogie. Et puis il y a une scène où on entend complètement la musique du tout premier de 68. Ouais. Et c'est un hommage avec les épouvantails. Ouais, parce que oui, t'as les épouvantails en croix. Mais bon, là, après, on verra les Easter eggs. Jamais. Ouais, mais en termes de décor, je trouve que visuellement, en termes de décor, je dis bien en termes de DA, je trouve ça pas trop mal, parce qu'on doit différencier les différents peuples de singes. T'en as un qui est plus basé sur les oiseaux, sur le bois, sur quelque chose de plus. Un peu plus. Aborigène, on va dire, parce que c'est un peu. J'ai aussi pensé à tout ce qui touche à Apocalypto. Je crois que ça a été une inspiration. Apocalypto, donc le côté colonisation, invasion d'un peuple sur un autre, tu vois. L'aspect plus métallique et plus boulon, plus bateau, plus machin du dernier acte, qui se rapproche plus de 68 avec la plage, la mer, etc. Je m'attendais presque à voir la Statue de la Liberté à un moment donné, quoi. Donc, je trouve qu'en termes de décor, je trouve qu'on arrive à varier, à faire parfaitement la transition entre l'ancien et le nouveau, entre les différents films de la planète des singes. En termes de rythme, je suis pas trop ennuyé. Je me suis pas ennuyé en fait. Je trouve que le film a passé assez vite, mais c'est vrai que quand la fin s'est déroulée, j'ai trouvé la fin peut-être un petit peu anticlimatique. Un petit peu. C'est-à-dire, je m'attendais peut-être à une fin un peu plus forte. Je m'attendais pas à ce que la fin débarque déjà. Genre. C'est vrai que. Elle est mal amenée. Un petit peu, ouais. Je dirais qu'elle est un petit peu mal. Parce qu'en vrai, le méchant, il a pas beaucoup de scènes. En vrai, le méchant, il a pas beaucoup de scènes. C'est surtout qu'il y a des grosses scènes, des longues scènes, en fait. Du coup, quand c'est déjà le final, je me dis, c'est déjà le final, tu vois. Donc, c'est vrai que ça me surprend un peu. Et c'est pour ça que pour moi, le film aurait mérité de peut-être rajouter plus de temps à son développement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire sans spoiler, hein. Sinon, on passe à spoiler. Mais pour l'expérience purement visuelle, effets spéciaux, divertissement, histoire, je recommande le film pour un public avisé, un public qui n'a peut-être jamais vu cette franchise avant, un public qui est peut-être qui est fan de la franchise aussi peut découvrir, parce que ça rend hommage à tous les axes de la franchise à peu près. Donc, pour moi, c'est accessible à peu près pour tout le monde, en fait. Ah oui, c'est accessible. Et je trouve que pour moi, en global, pour moi, c'est un bon film. C'est une bonne prolongation de la trilogie. Je trouve que c'est l'un des meilleurs résultats qu'on a eu sous la Fox chez Disney, on va dire. Et pour moi, ça peut vendre une trilogie une trilogie qui pourrait être plus intéressante que ce film-là, qui reste quand même peut-être un peu trop proche peut-être de Suite 68 dans plusieurs aspects. Ce qui fait qu'il manque peut-être d'originalité, qui fait qu'il sera moins marquant aussi dans tous les cas que la dernière trilogie, je dirais. Donc pour moi, ça reste en dessous de la dernière trilogie, mais ça reste. Mais pour moi, de pas grand-chose par rapport au premier, parce que le premier 2009, c'est le plus faible de la dernière trilogie. Hein. De manière générale, il y a quand même des défauts. Peut-être on se rapproche peut-être un peu de celui-là. Pour moi, la mise en scène du 2009 éteint les deux d'après de Matt Reeves. Mais voilà. Donc, pour ma conclusion, c'est faites-vous votre propre avis. Si vous n'êtes pas cinéphile, etc., c'est un très bon divertissement. On passe un bon moment. Ça a une fin. Ça a un début, une fin. C'est bien structuré. Il n'y a pas de souci. Et tout simplement pour l'expérience visuelle où c'est bluffant et ça mérite le grand écran juste pour ça, quoi. Donc, voilà. Ouais. Bluffant. Est-ce qu'on peut attaquer les débats sans spoiler les débats effets spéciaux? Ça spoile pas. Ouais, moi j'ai l'impression de voir un documentaire, de voir un jeu vidéo. Est-ce bien, est-ce pas bien?
Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de voir des singes reproduits en faux. Je sais que ce sont des faux. La forêt, je la sens pas concrète, tu vois, alors que apparemment c'est une vraie forêt, tu m'as dit. Il y a un souci de photo alors, parce que la forêt, je la sens pas concrète. Et il y a tout un tas de plans où c'est trop faux, mais c'est de l'effet spécial. Moi, ça me dérange. Et je ne trouve pas l'effet spécial non plus bluffant. Bien qu'on ne le repère pas vraiment, ça va. Et il y a des scènes plutôt de nuit où c'est bien vu, on repère pas. Il y a des scènes éclairées à la lampe, à la torche, à la lampe, à la torche. Surtout l'intro, la scène d'intro est plutôt bien découpée, c'était sympathique. Hein, où il y a un hommage à la trilogie précédente. Moi, c'est vraiment la question de l'intérêt. Est-ce que c'est un film qui mérite le détour? Il dure 2h25, 2h20. Est-ce que vraiment c'est intéressant pour vous d'aller le voir si vous avez adoré les anciens et les derniers qui sont sortis, là, la trilogie de Matt Reeves? Évidemment, je vais pas vous empêcher d'aller le voir, vous irez le voir sans mon avis, bien entendu. Si vous êtes plus dubitatif, eh ben, je vais vous dire, en fonction de ce qu'il y a à voir cette année, en fonction de votre intérêt pour les trailers, les bandes annonces, parce que pour moi vous aurez ce que vous avez dans les bandes annonces, hein, ils vont pas vous mentir, c'est plutôt fidèle à ce que vous voyez dans les bandes annonces. Moi j'étais pas particulièrement emballé par les bandes annonces, je voyais déjà le truc, je voyais déjà l'histoire basique, répétée, déjà vue, qu'on n'a pas dans le premier de 68. Le premier de 68 a une approche bien différente, le premier de 68 est un film bien unique. La trilogie de Matt Reeves sont beaucoup plus comparables, parce que ce sont des films d'aventure et d'action. Je vais vite te dire, les 2 et 3, c'est presque des films d'action saupoudrés de messages et de sociologie, entre guillemets sociologie, parce que Matt Reeves, c'est pas un très bon sociologue, on l'a vu avec The Batman. Et, euh, et le premier de 2009 m'a beaucoup plus intéressé parce que il y a... En fait, moi, il me faut une intro, on est entièrement dans le monde humain, pour ensuite le concret de putain, qu'est-ce que ça ferait un monde de singes, ou du moins le retournement de situation de nous qui avons pris le pas sur les singes parce qu'on est arrivé après, plus développé, plus intelligent, sur finalement ce sont des êtres entre guillemets inférieurs à nous qui vont nous retourner parce qu'en fait il s'avère qu'ils sont devenus aussi intelligents que nous entre guillemets. Bon, je sais plus quel est le synopsis du 2009, mais je sais qu'on voit ce changement, ce retournement de situation, ce renversement, et ça c'est essentiel pour moi dans un film La planète des singes. On est obligé de mettre l'aspect humain, sinon je ne peux pas m'attacher, je ne peux pas m'identifier au truc, et je peux pas me dire bah, c'est ça qui m'intéresse dans La planète des singes. C'est tout simplement l'aspect et si c'était vrai, tu vois, c'est de me mettre à la place de l'histoire et de me rentrer dedans et me dire punaise, c'est possible, c'est plausible. Ce qu'on voit dans le 68, c'est plausible. On voit dans une planète, on atterrit, et en plus il y a un putain de twist, tu vois. Là, je vous présente l'intro, hein, je vous gâche pas le film, je vous divulgage pas le film, mais ce 68 c'est un vrai film d'enquête, et c'est un vrai film de panique, parce qu'on est vraiment premier degré, comme si on suivait des astronautes, entre guillemets, et on découvre ce qui va se passer, c'est presque un film de science-fiction. On peut y croire. Ce film-là, on ne peut pas y croire. On est tout de suite dans une famille de singes, on suit des singes, ok, c'est à la limite, je vais pas dire que c'est ridicule, parce que vous allez voir plein des singes pour ça. Mais est-ce que c'est un film qui va vous attacher à des personnages, vous faire vivre des émotions? Non, pour moi c'est beaucoup plus un divertissement. C'est beaucoup plus un film à la Marvel, MCU. C'est un divertissement quelconque, qui a ses thématiques, qui sont ok supérieurs à un MCU pour les thématiques, mais on les a vus avant. C'est les mêmes que les anciens films. C'est moins bien fait, c'est moins bien réalisé. La musique est pas bonne, c'est pas marquant. En plus, j'avais dit que la musique, j'avais dit quoi? Volonté musicale, parce qu'il y avait des notes de musique où je me dis attends, il se passe un truc là. Et au final, ça s'arrête tout de suite, ça fait 2 notes et après c'est fini, il n'y a plus rien. Et ça continue sur 2 notes tout le temps pendant 10 minutes. Donc il n'y a aucune variation. Ça me rappelle celui qui a eu l'Oscar l'année dernière. Et, euh, et la photo, elle est saupoudrée de lens flare, de flou. Et c'est là que j'ai amené ce débat-là sur les CGI. J'ai ce souci à chaque fois que je vois les singes, je sais pas si c'est mon œil, je sais pas si c'est moi, mais je sais, c'est tout le temps flou. Tu vois, chaque fois qu'on voit les singes, c'est net 3 secondes, puis après, dès qu'ils bougent, c'est flou, c'est flou. Et vous allez me dire, oui, c'est normal, le personnage bouge. Mais tu vois, c'est que tu sens quand même qu'il est spécial. Tu sens que ça les dérange et qu'ils sont obligés de flouter, de mettre du lens flare, de changer un peu les choses par moment. C'est pas mal, hein. C'est bien caché, je dirais, parce que ils en abusent pas. Mais je suis pas fan d'effets spéciaux, de ce côté flouté, de ce côté
il y a que quand on est posé sur un... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc passionnant qui était sur Thanos. Les gens analysaient Thanos. Tu te rappelles quand Infinity War est sorti et ils regardaient les expressions faciales parce que Thanos, il y avait des vrais champs contre champs posés, calmes, où tu voyais le travail de l'effet spécial, des détails du visage, de la paupière qui bouge, de la fossette, s'il en avait. Dans celui-là, il n'y a pas assez de plans qui sont posés, je trouve. Ça va beaucoup globalement vite, ou alors c'est pas réalisé d'une manière à m'intéresser, hein, donc c'est du champ contre champ, mais mal branlé, mal foutu, pas intéressant. Et l'effet spécial, j'ai du mal à le savourer. C'est vraiment pour moi un film d'action, c'est vraiment un film d'aventure qui va vite, et du coup tu consommes le singe, tu vois le truc et tout, tu t'y crois, mais tu sais que c'est l'effet spécial, ça manque de concret. L'émotion, il y a une scène où c'est le personnage principal, c'est Noah qui pleure un peu, et là, oui, j'ai commencé à ressentir un peu quelque chose, mais ça manque de proximité. Je sais pas si vous comprendrez si d'autres ont cet avis-là. Mais je pense que c'est un vrai problème du film. Il se veut intime, tu vois, avec l'introduction familiale, mais il ne l'est tout de suite plus. Il est tout de suite trop généraliste. Il devient tout de suite très généraliste. C'est un film de forêt, film d'aventure, on va venger, on va battre le méchant, puis c'est fini. Ça devient tout de suite quelconque. Ça manque de point de vue, et je pense que ce point de vue-là, il aurait dû être amené avec des plans travaillés sur l'effet spécial. Et c'est ça qui me dérange. J'aurais peut-être voulu voir plus ça. Je sais pas comment tu le ressens. Parce qu'il me semble que dans le Matt Reeves, il y a quand même davantage travaillé des expressions, ou du moins des visages. Parce qu'il y avait Andy Serkis encore sur Matt Reeves. Donc je sais pas. La question du full mouvement, pour moi, c'est pas vraiment inhérent aux effets spéciaux, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les films de manière générale au cinéma, je dirais. Aussi. Donc, pour moi, c'est juste les rendus de leur focale ou de bah, après, oui, c'est peut-être inhérent au rendu des CGI dans les blockbusters, tu vois. Qu'en fait, il diminue un peu Il diminue les coups, non? diminue les frames ou je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un jeu de fou qui fait presque paraître qu'il y a de la 3D, mais qu'on n'a pas eu net, un peu, donc... Oui, ou peut-être pas. un petit peu. C'est vrai que j'ai eu un peu ce côté-là, mais... Pour moi, c'est un problème général. C'est pas forcément... On peut pas comprendre. T'as quand même le jour et la nuit sur le travail du détail, ça n'a rien à voir. Quand tu regardes la forêt dans Avatar 2, t'es dedans, t'as le sound design qui est exceptionnel, t'as les armes, c'est des vrais guns, alors je sais pas si ce sont des vrais, mais tu vois les gros guns qu'ils ont là, quand ils se tapent dans la forêt, les scènes d'action dans la forêt, le son, tu sais, moi j'étais en train de dormir pendant Avatar 2, il dure 4 heures le truc, mais j'entendais le truc, j'étais en mode, putain, c'est crédible, t'y crois à fond, l'armure, l'exosquelette, ça c'est plus dans le 1, j'ai un peu de la merde. Mais c'est ouf, quoi. Avatar 2, t'es dans la forêt, t'es au fond, quand t'es dans l'eau, tu sens l'eau, c'est une dinguerie. Et même certains films d'animation moderne, j'aurais pas d'exemple précis, on a vu un film d'animation, il me semble. Je sais plus. Mais il y a certains films d'animation moderne qui arrivent aussi à te faire ressentir comme une certaine crédibilité. Et l'effet spécial, le côté, comment on dit, photoréaliste qu'avait amené le Roi Lion, pour moi, on est un peu là-dedans dans celui-là. Là où celui des Matt Reeves, vous avez la photo de Matt Reeves, ok. Et il y avait quand même une distinction encore entre les singes et l'humain. Il y en avait plus qu'ici, là, il n'y a qu'un seul humain. Une humaine en l'occurrence. Mais après, il faut que je vois les Matt Reeves, hein. C'était peut-être aussi inhérent aux Matt Reeves. Et c'est simplement mon avis, hein. Moi, je suis pas particulièrement fan d'un film entièrement CGI. Quand c'est pas Avatar, quand c'est pas James Cameron derrière. Et Avatar, je sais qu'il a coûté cher, tu vois. Je peux pas demander Avatar à tous les films. Mais je ne peux que comparer, on est en 2024, et je ne peux que faire par rapport à ce qu'il vend et avoir cette exigence-là. C'est normal. Donc voilà, c'est un débat, mais moi ça m'enchante pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur l'effet spécial, on s'en vante, on dit que c'est la meilleure technologie au monde, mais moi ça m'enchante plus. Au contraire, je trouve que on gueule beaucoup trop sur ça de manière générale. Non mais c'est parce que j'ai vu à la télé, surtout que... il y a la merveille, avant il y avait les films Planète des Singes, c'était des masques dégueulasses, on se foutait de la gueule du truc, mais je suis désolé, tu regardes le premier film Planète des Singes, t'as peur. Tu regardes la femme, je sais plus comment elle s'appelle là, elles ont des grosses bouches, on dirait, tu sens que c'est prêt. En fait, t'y crois, c'est réel. Je vais dire un truc peut-être très raciste, mais tu sens que ça peut être des ancêtres des Africains, sans être raciste. Hein. C'est vraiment, tu sens que ça peut être biologiquement, t'y crois. Tu vois, même les singes dans 2001, c'était des costumes, mais t'y croyais. Les costumes, tu sentais que c'était vrai. 2001, tout est vrai, hein, bien sûr. Et t'as peur. Moi, c'est ça qui me passionne un peu les destins, c'est la peur de la différence. Non. Pour moi, la peur, c'est plus l'objectif de la dernière trilogie où t'as voilà, là, c'est clair que c'est pas l'objectif. Là, pour moi, justement, l'objectif de ce film-là, c'est que on est dans la planète des singes. C'est bon, on y est, tu vois. Donc, pour moi, on traite tous les singes comme des personnages humains. C'est pas le bouquin, du coup. Non, le bouquin, c'est que le tout.
Non, on l'adapte pas, c'est que le film de 68, le bouquin. Oui, et le 2009 surtout. Après, tous les autres, c'est de la réinvention. Le 2009, c'est la réinvention, mais on reste quand même dans l'idée de. On va mélanger l'humain. L'idée d'il y a une épidémie qui tue des humains qui. Ouais. C'est vrai que le 2009, c'est de la réinvention, oui. Oui. Et il y avait ce côté non, propre à nous. Pour moi, tout ce qu'on vit là, c'est du préquel au bouquin. Hein. Oui. À peu près, si le bouquin est fidèle au film, c'est de la création. C'est de la création, mais. Bon, c'est simple. Moi, c'était l'objectif, c'est d'essayer de cette fois pas mettre le point de vue sur Charlton Heston, mais de mettre le point de vue sur un singe qui connaît rien de son héritage, de son peuple, mais de son espèce. C'est touchant, quand même, je trouve pas. Et surtout que je trouve qu'ils sont quand même très très souvent en membre restreint de personnages. Il y a tout un moment où ils sont que en trio, puis il est tout seul, puis il y a machin. Je suis d'accord, mais ça manque d'intime. Tu vois, ça se veut intime. Oui, mais l'émotion, tu la ressens pas. Mais l'émotion, pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment les interactions qui sont un peu en manque, tu vois. Le rire, peut-être. Parce que le personnage, pour le coup, lui, il évolue quand même. Trop de sérieux, je sais pas. De musique aussi. Après, je trouve il y a quelques points d'humour, mais ça reste relativement sérieux quand même. Ça reste sérieux. Mais c'est quand même plus light que la dernière trilogie parce que plus accessible. Mais bref. Ouais, c'est un débat. C'est un débat d'idées parce que pour moi, c'est quand même une donnée essentielle pour vous d'aller voir le film ou non, c'est allez vous ressentir quelque chose. Parce que si vous voulez voir un divertissement, allez-y tout de suite, hein, c'est un divertissement. Oui. Pour moi, déjà, c'est le sentiment principal, quoi. Donc, si vous voulez un divertissement, c'est déjà un divertissement, et au moins, il est bien fait visuellement, quoi. C'est pas du Marvel fait en 3 mois à la va-vite où c'est moche, tu vois. Ça se voit que là, ils ont pris le temps de finir le film, quoi. Donc visuellement, en tout cas, il n'y a pas ce problème-là. C'est vraiment, est-ce que vous arrivez à dépasser la barrière du numérique pour juste voir les personnages et leur arc ou leurs émotions, machin, quoi. C'est la question, quoi. C'est la perception de chacun, quoi. Ouais. Et qui était facilité dans le 2009 parce qu'on avait 50% d'humains et c'était un film où on était dans un scénario possible en 2030, tu vois. Là, c'est autre chose, c'est un scénario. Après, il faudra peut-être voir sur la trilogie en elle-même, parce qu'avec César, c'était le fil conducteur de la première trilogie. Et il a évolué comme un juste le film de 2009, il commence bébé, il finit empereur, tu vois. Tu m'as compris, mais régent, quoi. Donc, il y a une évolution de fou qui fait qu'on s'attache beaucoup à lui, parce qu'il y a ce côté, justement, les singes qui étaient maltraités. De toute façon, c'est ça. C'est vrai qu'on nous met dans une position, on est du point de vue des singes qui connaissent pas la vie humaine avant, donc on découvre la vie humaine avant de leur point de vue, quoi. Quand ils voient qu'il y a des affiches d'humains là, il y a une humaine là-bas, il y a des machins. Donc ce qui fait que le ressenti est pas le même et le côté découverte est différent du premier film, quoi. Puisque là on se retrouve dans un monde où le singe est membre d'une civilisation et où l'humain est persécuté cette fois. Et qu'est-ce qu'on doit ressentir ? Est-ce qu'on doit ressentir de la pitié pour l'humain ou pas ? Est-ce qu'on doit être satisfait pour le singe ? Est-ce qu'on doit se voir en nous dans le singe également ? Donc bref, tu vois, de toute façon, c'est des questions dans la saga, hein, c'est des questions dans la saga. Oui, c'est une question plus sur la question technique et sur le storytelling. Il y a un souci de storytelling, ça va être évident parce que le storytelling est amené par la mise en scène. Et étant donné qu'il n'y en a pas particulièrement, tu vois, si on avait volé quand il y avait la scène d'introduction avec l'aigle, on avait voltigé, tu sais que c'est un film d'effet spécial, tu peux y aller, tu y vas, tu fais des plans de malade, tu t'en fous. C'est surréaliste, tu vois, au bout d'un moment, faut y aller. Là, on n'y va jamais, on ressent pas les choses concrètement tant que ça. Sans dire que c'est réalisé avec un pied, parce que non, c'est impossible, c'est de l'effet spécial, il est obligé au bout d'un moment de limiter les frais. C'est pour ça que tu dis que c'est réalisé de manière classique, parce que c'est normal, il est obligé de limiter les frais. S'il se met à réaliser comme les Marvel, c'est-à-dire n'importe comment, les Marvel, ils payent des coûts en plus à chaque fois parce qu'ils savent pas réaliser de manière économe. Mais c'est Marvel, là c'est plus Marvel. Ok, ils ont de l'argent, mais là, c'est quand même un nouveau produit. C'est la Fox qui fait surtout le film. La nouvelle Fox, c'est sûr. Mais voilà, ce que je me dis, de toute façon, moi, ça ne l'a pas fait sur ce film-là, mais tout ce que je peux me dire, c'est qu'évidemment, sur une suite, sur l'évolution des persos, il n'y a que ça qui pourra créer l'émotion maintenant. L'évolution. Parce que dedans, dans le premier, pour moi, c'est pas réussi. Alors, surtout que sans spoiler, j'ai l'impression qu'on va de nouveau plus se rapprocher de la dernière trilogie que du film de 68 avec la fin. Totalement. Donc là, ça peut créer plus de tension. Voilà, sans spoiler. On va spoiler. En vrai, ça dépend de quel film. Mais bref, on spoil ou pas, c'est bon ? Oui, on y va. Allez, spoiler après 1 heure de critique.